Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une ce soir, les chiffres de la délinquance. Ils sont restés stables en 2016. L'ombre majeure au tableau. Les tentatives d'homicide sont demeurées élevées. L'ensemble des autorités étaient réunies à Basse-Terre pour commenter ces données. Nos explications en ouverture de ce journal. Et la communauté scolaire du collège Satino de Bemao ne décolère pas. Elle réclame de meilleures conditions de travail. Une réunion avait lieu ce matin avec une délégation du conseil départemental. Celle-ci n'a pas levé les interrogations ni les inquiétudes. Le reportage d'ATV Guadeloupe est à venir. Et l'Université des Antilles a un nouveau président, le professeur Eustache-Jean qui a été élu ce mercredi. C'est lui qui succédera à Corinne Mancé-Caster, sa vision et ses objectifs dans cette édition. L'année du coq de feu a officiellement démarré en Guyane. Nous plongerons au cœur des festivités de ce nouvel an chinois, où une vingtaine d'artistes venus spécialement du Suriname a dévoilé la richesse de sa culture. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ATV Guadeloupe. Le préfet de la Guadeloupe et l'ensemble des autorités ont présenté ce matin les chiffres de la délinquance 2016 à la préfecture à Basse-Terre. Si les chiffres sont restés stables, le niveau de violence lui demeure élevé. Le décryptage de ce rapport avec Nathalie Dinan, Moïse Exter et Patrick Curie. Des chiffres quasiment stables, voilà le bilan de la réunion sur la délinquance qui s'est tenue en préfecture ce matin. Baisse des atteintes aux biens, soit 13 812 contre 14 919 en 2015. Les vols avec violence sans armes passent de 1117 faits en 2015 à 904 en 2016. A l'inverse, les vols à main armée augmentent plus 36,4% et les vols avec armes blanches de plus 6,4%, soit près de 2 vols à main armée par jour. Et les homicides sont en baisse, ils passent de 35 à 24 hors Île-du-Nord. Seul le nombre de tentatives d'homicide, 57, vient entacher cette baisse. Une action, je dirais, positive grâce à l'engagement, je dirais, des forces de l'ordre, mais des facteurs, je dirais, également qui restent préoccupants et qui fondent ou qui justifient la poursuite de notre mobilisation. Cette mobilisation doit s'inscrire dans la durée pour occuper davantage la voie publique, pour développer nos capacités d'investigation afin de mettre hors d'état de nuire le plus vite possible les délinquants et pour développer le partenariat avec tous les acteurs de la société. Un bilan partagé par les différents acteurs de la sécurité et de la prévention, mais pour eux, il serait bon d'aller plus loin dans la réflexion. Ce bilan, il faut s'en réjouir bien évidemment, mais il ne faut pas s'endormir dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons mobilisé toutes nos forces pour atteindre ce résultat et nous maintiendrons cette mobilisation. Au demeurant, au-delà de cette mobilisation des forces de sécurité, de la police, de la gendarmerie, de la douane, au-delà de la mobilisation judiciaire, il faut impérativement que se mette en place la prévention nécessaire pour endiguer notamment la violence dans ce département. Le plan de lutte contre la délinquance 2017 est déjà effectif avec la mise en place du réseau Antares, où les forces de police, de gendarmerie et les secours partageront le même canal de communication. Le développement des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, déjà établis dans 15 communes, et bientôt l'installation de 7 autres. Autant dire que la justice engrange des moyens pour freiner cette vague de violence.
À Bemao, la communauté scolaire du collège Satino ne décolère pas. Suite à sa mobilisation, elle a obtenu une rencontre avec une délégation du conseil départemental. Elle avait lieu aujourd'hui. Les conclusions de celle-ci avec Isabelle Hameau. La mobilisation a commencé hier. En cause, un effectif d'élèves en hausse et très peu de moyens humains. En début d'année scolaire, l'établissement ne devait accueillir que 900 élèves. Au final, ils sont 1153 pour 2 CPE à les encadrer. L'année prochaine, 4 classes et des postes seront supprimés. Ce mouvement, ce n'est pas pour les personnels, ce n'est pas pour nous adultes que nous demandons des choses, c'est pour les élèves qui nous sont confiés. Nous voulons mettre nos élèves dans des conditions de travail optimales. À cela s'ajoute un manque de moyens matériels. Actuellement, je suis à 4 ordinateurs qui fonctionnent dans une salle où il y a 5 îlots et chaque îlot reçoit 6 élèves. Donc c'est vrai que c'est grave, d'autant plus que nous devons normalement utiliser aussi un réseau soit câblé, soit Wi-Fi. On n'a aucun qui est digne de son nom à Maurice Satino. Donnez-moi un exemple. Un exemple, je commence une activité avec mes élèves, le réseau lâche, je suis obligé de passer sur la 3G de mon téléphone portable pour pouvoir faire fonctionner le réseau. C'est inadmissible. Après 5 heures de discussion, certains points ont été actés avec le département. Il y a un problème spécifique à ce collège-là, c'est celui que la couverture est difficile ici, le réseau est très difficile. Et je ne suis pas un expert, mais on ne peut pas aller à 8 mégaoctets, c'est comme ça qu'on dit ça. Ici, on ne peut avoir au maximum que 2. Donc même si ce que nous allons faire à partir de lundi, attaquer donc la remise à niveau de tous les réseaux. Même si nous faisons cela, les connexions ne seront pas au maximum de leur efficacité. Malgré ces longues heures de négociation, les représentants syndicaux restent insatisfaits de leur échange avec le rectorat qui prévoit des classes de 26 élèves en classe de 6e pour l'année prochaine, intolérable pour les enseignants. Si leurs doléances ne sont pas prises en considération, le mouvement continuera. Et dans le reste de l'actualité, les poubelles des habitants des 6 communes du Nord-Bastère ne sont toujours pas ramassées. Depuis la grève des salariés de la société Rome, le ramassage des ordures n'est plus effectué par la société prestataire de la collectivité depuis jeudi dernier. Comment vivent-ils cette situation? À TV Guadeloupe, au cœur de votre vie quotidienne, avec ce reportage de Nathalie Dinan, Moïse Dexter et de Patrick Curie. Une semaine que les employés de la société Rome sont en grève et le constat sur la voie publique est édifiant. Les bennes débordent, des tonnes d'ordures jonchent le sol, une situation difficile pour les résidents des 11 communes concernées. C'est vraiment pénible parce qu'il y a toutes ces poubelles là qui ont fait vert et puis nous avons commencé à mettre poubelles à côté et tout, donc ça a commencé à devenir genre fatigant quoi. Poubelle là obligé de mettre dehors, poubelle là. Donc là c'est toute poubelle là, tout le monde dehors, ça a fait vert et nous ne payons pas encore. Hein. On ne peut pas laisser ça quasiment ni petit monde petit. Bon, pas spécialement mal, mais bon, je me suis posé la question parce que je me suis rendu compte ce matin que, bon, effectivement, en allant enlever les poubelles, j'ai constaté qu'elles étaient toujours pleines. Donc, je me suis posé la question en sachant ce qui se passait, quoi. Bon, j'ai vu, j'ai su qu'ils sont en grève, je crois. Une population peu informée de cette situation. Elle s'accommode comme elle peut. On n'a pas de nouvelles pour moi. Bon matin, encore. Si le mercredi, on va passer bon matin encore. Copine a dit comme ça qu'il n'est pas passé. Alors, sans sac poubelle et qu'attendre. C'est-à-dire, pas ni déchets à manger, rien comme ça. Ah, là, on l'a vu mal, hein. On l'a vu très mal. Mais on ne savait même pas qu'il n'y avait pas la poubelle qui ne passait pas. On ne savait pas ça. Hein. C'est hier soir, on a su ça. Par WhatsApp, les gens nous ont envoyé. Un référé a été déposé par le groupe Vaïti-Lingon afin de débloquer l'entrée de l'entreprise et permettre le ramassage des ordures. Pour l'heure, aucune négociation n'est prévue avec les grévistes. Au chapitre économie, maintenant, les patrons ultramarins espèrent bien peser sur la présidentielle de 2017. Avec l'appui du MEDEF, ils viennent d'éditer un livre blanc, un rapport inédit où les acteurs locaux posent leur vision du développement de chacun de leurs territoires à moyen et long terme. Des mesures fortes qui seront proposées aux différents soupirants de l'Élysée. Reportage Eric Dupuis et Sacha Robin.
C'est inédit. Pendant 3 ans, les antennes d'outre-mer du MEDEF ont planché sur les conditions de développement de l'économie dans leur territoire. En résulte 106 pages de propositions pour stopper une situation jugée dépassée. On ne s'en occupe pas, il n'y a pas de projet depuis 30 ou 40 ans, ils sont totalement oubliés. Il y a une administration surdimensionnée dans ces territoires et donc une fiscalité qui asphyxie les acteurs locaux. Zone franche sociale en Guyane, renforcement du dispositif Yonelot pour les jeunes martiniquais. Pas grand-chose de nouveau sur le fond, mais une volonté d'être efficace sur la forme. Il faut finir avec les rengaines. Là, je crois qu'il faut avoir des perspectives, il faut avoir un projet. Et dans ce livre, il y a le projet Outre-mer. Il nous faut non pas un changement de braquet, mais il faut carrément qu'on change de véhicule pour pouvoir ne pas aller dans le mur. Changer tout, ou presque, un élément de langage des patrons ultramarins qui n'est pas anodin en cette période électorale. Ce même mot, je ne veux plus l'entendre. Les Outre-mer sont une chance pour la France. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour? De quels outils on se dote? Donc donnez-nous de bons outils, donnez-nous surtout la pérennité de ces outils. Et cet appareil qu'il faut être pour faire entendre sa voix et se faire connaître des potentiels futurs leaders politiques. Tout le monde drague les Outre-mer. Mais comme à chaque élection, maintenant il nous appartiendra de rappeler aux uns aux autres les promesses qu'ils ont pu nous faire. Cette soirée de vœux est organisée par la FEDOM, un puissant lobby économique d'outre-mer qui officiellement ne prend pas parti. La FEDOM n'est ni de gauche ni de droite. La FEDOM, elle est juste pour le candidat qui promeut un modèle de développement économique sérieux pour nos outre-mer. Cette organisation représente à Paris la majorité des entreprises d'outre-mer, soit près de 700 000 salariés du secteur privé revendiqués, un certain nombre d'électeurs potentiels. Et justement, au chapitre politique, le candidat des Républicains est au cœur d'une polémique en ce moment. Selon le Canard enchaîné, la femme de François Fillon, Pénélope Fillon, aurait été rémunérée pendant plusieurs années en tant qu'attachée parlementaire de son mari. Une pratique courante, excepté que selon Le Quotidien, elle n'aurait pas réellement occupé cette fonction tout en étant payée. L'occasion pour nous de nous pencher sur la profession d'attaché parlementaire. Quelles sont les conditions pour y accéder et quelles sont leurs missions? Voyez les explications de Frédéric Mazy. 500 000 € bruts en 8 ans, c'est ce qu'aurait perçu Pénélope Fillon, la femme du candidat républicain, en tant qu'attachée parlementaire de son mari. Rien d'illégal sur le papier, à condition qu'elle soit vraiment salariée. Or, l'emploi aurait été fictif. Une affaire révélée par le Canard enchaîné. François Fillon a réagi sans nier les faits. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je ne ferai pas de commentaires parce qu'il n'y a rien à commenter. Mais je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler ? Chaque parlementaire, député, député européen ou sénateur dispose d'une enveloppe de 9 561 € par mois, une somme dédiée à ses collaborateurs, mais qu'il répartit comme il le souhaite. Le parlementaire étant l'employeur, il a toute liberté pour choisir ses collaborateurs et assez fréquemment, effectivement, les parlementaires choisissent au sein de leur famille. Madame Fillon a dit très clairement qu'elle était en retrait des activités politiques de son mari. Or là, on découvre aujourd'hui qu'elle a été collaborateur de son mari. Deuxième aspect, c'est qu'elle a perçu une rémunération, notamment pour la dernière partie de son travail, qui est beaucoup plus élevée que la moyenne généralement versée aux collaborateurs. Bruno Nestorazero dispose de 3 attachés parlementaires, parmi eux Sophie Sienzoni, 33 ans. La jeune femme collabore avec le député maire depuis 2012. Je voudrais qu'il y ait quand même toujours ce rendez-vous avec le député pour la prochaine fois. Polyvalente, elle intervient sur différentes tâches bien identifiées. On fait de tout. On peut faire du secrétariat, on peut effectivement, en cas d'interview par exemple, sur un média, accompagner le député, préparer des fiches, des rencontres, beaucoup de... on représente aussi énormément le député dans la mesure où il ne peut pas être présent partout. Donc il y a souvent des manifestations, beaucoup de réunions où effectivement on le représente. Le député martiniquais emploie également un attaché parlementaire basé au Palais Bourbon à Paris. Dans les couloirs de l'Assemblée, le Pénélope Gate est au centre de toutes les attentions. Il semble que Mme Pénélope Fillon ait elle-même déclaré qu'elle ne
d'une façon générale très dommageable dans la mesure où c'est une profession qui doit être réglementée et qui doit être transparente. Après la parution du journal satirique, le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits. Une affaire qui risque d'entacher la campagne présidentielle du candidat républicain. En bref, maintenant, l'ADOM et l'agence Pôle emploi ont renouvelé leur partenariat en faveur de la formation. Ils ont signé aujourd'hui une convention qui vise à sécuriser les parcours d'accès à la formation pour les personnes à la recherche d'un travail. Une signature qui a eu lieu aujourd'hui au siège de Pôle emploi situé dans la zone industrielle de Antillopole, aux Abîmes. Et direction la Martinique maintenant, où les chauffeurs de bus du réseau Mosaïque ont intensifié leur mobilisation. Ils dénoncent les violences dont ils sont régulièrement victimes. Depuis hier, 5 nouvelles agressions ont été enregistrées. Voyez ce reportage édifiant d'Alizé Lutran et de Michelet François. Des abribus déserts et des usagers à pied. Une fois de plus, aujourd'hui, les bus du réseau Mosaïque sont restés au parc. On n'avait pas prévu ça, donc du coup, ça met des contretemps. Je peux comprendre qu'ils fassent grève par rapport aux agressions, mais c'est-à-dire que c'est très pénalisant pour ceux qui vont à l'école. En fait, j'ai pas pu aller en cours aujourd'hui. Les 300 conducteurs et contrôleurs de bus exercent leur droit de retrait. En cause, 5 nouvelles agressions d'agents sur le réseau lors de la seule journée d'hier. Joël procédait au contrôle des titres de transport de plusieurs jeunes. Certains s'y sont opposés et des coups ont été échangés. Moi, sur un plan personnel, ça va. Mais pour le transport, le système, c'est dommage qu'on arrive à là et que les autorités ne prennent pas des mesures fortes pour que ça s'arrête. Parce que la CFTU a déjà mis des moyens, du personnel, du matériel. Moi, je pense que maintenant, le moyen qui sera peut-être le plus efficace, ce serait qu'il y ait une police de transport en Martinique. Une solution envisagée depuis 2013 déjà. Le législateur a prévu cette police. Ça existe dans des départements en métropole et il suffit de réunir. Il faut que le président de la CACEM, qui est M. Jeanne Rose, il doit réunir ses 3 autres maires, Fort-de-France, Lamentin et Chelcher, afin de prendre une disposition pour mettre en place ce service. De son côté, le procureur de la République assure la mise en place prochaine d'un dispositif renforcé. En délivrant dès hier de nouvelles réquisitions aux services de police afin notamment de multiplier les contrôles des bagages à bord des bus et aux abords des bus qui, grâce à la mise en œuvre d'une disposition d'une loi de juin 2016 qui autorise maintenant le procureur à délivrer des réquisitions en ce sens aux services de police. En fin d'après-midi, le président de la CACEM a convoqué en réunion extraordinaire la direction de la CFTU ainsi que les représentants des salariés afin d'aborder la question de l'insécurité sur le réseau et statuer sur la reprise ou non du service. Une réunion retardée par des soucis techniques. Une partie de l'Assemblée est restée coincée dans l'ascenseur au siège de la CACEM. Délivrés, les protagonistes ont pu entamer les négociations en début de soirée. Et restez sur ATV et Guadeloupe dans quelques minutes. Le Nouvel An chinois célébré en Guyane. Et puis c'est l'autre titre de l'actualité du jour, l'élection du professeur Eustache Janqui, nouveau président de l'Université des Antilles. Après avoir gravi tous les échelons de la médecine, le professeur Eustache Janqui a été élu aujourd'hui nouveau président de l'Université des Antilles. C'est lui qui succédera à Corinne Mancé-Caster. Son ambition, remettre l'étudiant au centre de préoccupation et la réorganisation des ressources humaines. Le reportage est signé Karen Diam. Il aura fallu à Eustache Janqui 3 tours de scrutin pour obtenir les 16 voix de la majorité requise et être élu nouveau président de l'Université des Antilles. C'est très difficile parce qu'à une voix près, on pouvait ne pas être élu. C'est chose faite. Je suis content, c'est vrai, je suis heureux pour ma famille, pour mes amis, pour l'université. J'ai des projets pour l'université, j'ai la capacité de faire évoluer cette université physiquement, intellectuellement, moralement. Je mettrai tous mes moyens au profit de cette université pour la mettre en place déjà, parce que c'est une nouvelle université, et puis la faire évoluer. Fraîchement élu, le professeur Janqui compte dès sa prise de fonction se saisir des dossiers importants et leur trouver des solutions. Dès demain, je mettrai en place la discussion, je commencerai pour pouvoir mettre en place les équipes. On mettra les dates pour mettre en place les instances de l'université. On ne peut rien mettre en place s'il n'y a pas les instances de l'université, le conseil académique et tout le reste.
et puis nommer les personnes aux bons endroits pour que nous puissions démarrer. Tout en sachant qu'en faisant l'inventaire, il y a des urgences. Il faut que nous travaillions sur le contrat de l'établissement. Le contrat il va avoir des négociations avec le ministère très tôt, dès le mois d'avril. Ces négociations se terminent en juin. Et à partir du 1er septembre, il faut que l'offre de formation soit opérationnelle. Donc il faudrait que nous puissions travailler très rapidement. Un souhait qui devrait se réaliser rapidement, puisque dès demain, il endossera le rôle de président de l'Université des Antilles, et ce, pour une durée de 5 ans. Et la formation, elle est une étape indispensable pour trouver un emploi. Il n'existe pas moins de 12 000 formations sur l'ensemble du territoire national. Autant de propositions qui ouvrent le champ des possibles, à condition de ne pas s'y perdre. Pour aiguiller les jeunes, les CCI de France organisent chaque année la Nuit de l'orientation. Cette 9e édition aura lieu en Guadeloupe le vendredi 27 janvier au WTC de Jarry. On écoute justement la responsable de la formation à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Elle est interrogée par Karen Diama. Nous aurons plusieurs événements, des ateliers, ce qu'on appelle des trade dating, où il y aura des professionnels qui seront là pour rencontrer, discuter avec les jeunes et leur présenter leur métier. Alors les métiers qui ont été mis à l'honneur sont les métiers du numérique, des langues et de l'international, les métiers de l'économie de la gestion. Nous aurons une conférence sur ce thème, sur l'entrepreneuriat, où on va dire aux jeunes, tu veux être le boss ? Crée ton job. Donc c'est vraiment pour leur dire, autour de l'emploi, il y a des possibilités de créer sa propre entreprise. Ensuite, nous aurons aussi une conférence sur l'optimisme et la gestion du stress. Parce que souvent, les jeunes, malgré qu'ils soient jeunes, ont souvent du stress avant les examens. Donc, on va leur présenter certaines techniques de gestion du stress et de l'optimisme, parce qu'il en faut pour réussir aussi. Une nuit de l'orientation qui aura lieu vendredi 27 janvier au WTC de Jarry à Baie-Mahault. Mais comment assurer la réussite des étudiants? La question est au cœur d'un séminaire qui s'est ouvert cet après-midi au campus de Guyane. L'idée, réduire le taux d'échec des étudiants de première année. Il est de 70% en Guyane. On regarde le reportage de Jonathan Lariot. À l'aube de la mise en place d'un nouveau recteur sur l'Académie de Guyane, la question de la formation revient sur le tapis. Aujourd'hui, la perspective d'avenir universitaire sur le territoire rencontre encore beaucoup de difficultés. Sur 10 étudiants, il y en a, sur 10 néo-bacheliers, ceux qui viennent d'avoir leur bac, il y en a 4 qui partent pour la métropole, faire leurs études. Les 6 autres, au niveau de leurs souhaits et finalement de ce qui se passe, il y a à peu près 2,7 demandes pour une place. Voilà, c'est l'état des lieux aujourd'hui. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui n'ont pas de débouchés, n'ont pas de place, concrètement sont obligées de retrouver une autre orientation. Dans ce séminaire interacadémique entre la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique, le combat est commun. Durant ces 3 jours, toutes les pistes de solutions doivent être étudiées. On peut aller plus loin dans la réflexion et chercher à savoir si on peut mettre en place des filières à cheval sur le pré-bac et sur le post-bac, où l'élève construirait finalement son parcours avant le baccalauréat et après le baccalauréat. En Guyane, le chiffre est alarmant. 70% des étudiants guyanais sont en échec en première année d'études secondaires. Pour le nouveau recteur, les études universitaires se préparent au plus tôt dans la scolarité, dès la 3e. Si on partait de la 3e, évidemment, on aurait comme ça une continuité dans le parcours des élèves qui ferait que, je pense, ils seraient moins perdus et qu'ils auraient un taux de réussite plus important. Et donc ça permet à l'élève de ne pas avoir de surprise sur ses formations, de ne pas se poser la question une fois qu'il a le bac, de savoir ce qu'il va faire. Pour l'instant, rien de concret. L'objectif européen qui est d'atteindre 50% d'élèves d'une classe détenteurs d'un bac plus 3 reste assez lointain. Et c'est l'heure des informations pratiques à vos stylos maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous ce soir, demain plutôt à l'Hypercasino des Marais de Basse-Terre de 8h30 à 13h. Et enfin, vous pouvez nous contacter à la rédaction au 71 2 fois. Et c'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant, juste avant de retrouver Eddy Planté pour Questions Directes. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge.
Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines. Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis ? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.